Rapport d'experts, y compris ceux des Nations Unies, a dit le président Tshisekedi. Interrogé sur la dernière actualité à la Chambre basse du Parlement, le chef de l'État a été clair. Il s'agit d'une cuisine interne à la Chambre basse, a-t-il répondu, tout en précisant qu'il continue à considérer Kamere comme un partenaire politique, sauf si l'intéressé en décide autrement. Fin de citation. Au cours de la soirée du même lundi 22 septembre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé pendant plus de 2 heures avec une délégation de membres du Congrès américain autour d'un déjeuner de travail. Ces congressmen ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, particulièrement le deal entre la RDC et les USA. Décontractés et dans une ambiance très conviviale, ces parlementaires ont obtenu des informations de première main de la part du chef de l'État. Plutôt qu'un deal, j'aimerais parler du partenariat stratégique entre la RDC et les USA, a d'emblée fixé le chef de l'État. Le président Tshisekedi a développé tous les contours de ces partenariats et salué l'implication de l'administration américaine sous l'impulsion du président Trump. Je crois en l'aboutissement heureux de ces processus malgré le soubresaut, a dit le chef de l'État, tout en appelant au respect de la résolution 2773 des Nations Unies. Ce déjeuner de travail a été une occasion de plus pour le chef de l'État congolais de faire passer son message de sensibilisation autour du génocide oublié en République démocratique du Congo. Après avoir déposé sa démission, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a procédé ce jeudi à la cérémonie de remise-reprise avec le premier vice-président Jean-Claude Tshilombo, désormais président intérimaire. Une passation marquée par des hommages réciproques et un appel à poursuivre la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, Anim Balaka et Patrick Badibanga. Cette cérémonie solennelle marque le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Conformément au règlement intérieur, la fonction sera désormais assumée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombo en attendant l'élection d'un nouveau président par la plénière. Dans son mot des circonstances, l'honorable Vital Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Tshilombo, appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la plénière que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. Je suis parti avec beaucoup de souvenirs heureux ici. C'est pas la première fois que je parte. Je souhaite bonne chance aux autres. Merci pour l'amour et la collaboration dont vous m'avez témoigné. La République passe avant tout. Je vous encourage à continuer à défendre derrière le président de la République, les valeurs de la République, les intérêts de notre peuple qui nous a mandatés ici. De son côté, le premier vice-président, désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il garde de très bons souvenirs de sa collaboration avec Vital Kamerhe, qu'il qualifie d'exemplaire et marqué d'une grande expérience parlementaire. Vous pouvez être rassuré que nous verrons toujours que l'image que vous avez laissée derrière vous par la gestion de cette grande institution sera préservée. Derrière la vision du chef de l'État que nous allons ensemble pérenniser, je retiens aussi les mots forts que vous avez prononcés à cette occasion pour le travail à battre pour l'intérêt de la République et la sauvegarde de valeurs de ce qui nous est commun, c'est ce pays. Cette cérémonie s'est faite en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, de la questeur Chimène Poli, les cadres de l'administration et de quelques membres du cabinet de la Chambre basse du Parlement. Entre-temps, le réseau des jeunes parlementaires prennent acte de la démission de Vital Kamerhe et s'emploie à une transition pacifique pour l'élection du nouveau président. Lors de la plénière de ce jeudi, Roun Bimala s'active pour mettre en place une réforme institutionnelle. Robert Dechisense nous en dit plus. Les réseaux des jeunes parlementaires avec 100 députés nationaux est déterminé à jouer un rôle constructif dans la vie politique du pays et accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en soutenant ses initiatives dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Notre réseau tient à réaffirmer son soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons sa hauteur de vue et son engagement constant en faveur d'une démocratie vivante qui permet à la pratique parlementaire de s'exercer librement et dans le respect des institutions.
Ce réseau s'emploie à assurer une transition harmonieuse après la démission de l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Nous prenons acte des démissions volontaires de l'honorable président de l'Assemblée nationale et de l'honorable rapporteur adjoint. Fidèle à sa mission et conscient de son poids politique, le réseau des jeunes parlementaires réaffirme son engagement à accompagner avec détermination le prochain président de l'Assemblée nationale qui sera porté par l'Union sacrée. Pour son président, l'honorable Ron Bimwala, le réseau des jeunes parlementaires réunis au Palais du Peuple se positionne comme un acteur clé pour la promotion des réformes et du développement de la République démocratique du Congo. Nous annonçons notre volonté claire de présenter des candidats aux prochaines élections des postes vacants au bureau de l'Assemblée nationale. Et dans l'entretemps, la Chambre haute du Parlement a tenu hier mercredi sa première séance plénière de la session ordinaire de septembre. Un seul point à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du calendrier des matières tel que proposé par la conférence des présidents. Janine Kalinga et Julien Piana revient sur cette plénière. Au cours de sa première séance plénière, présidée par Jean-Michel Samalukonde Kyenge, le Sénat a examiné et adopté le calendrier des matières de la session ordinaire de septembre émanant de la conférence des présidents, et cela après les observations de la plénière. 68 sénateurs ont pris part à ces séances inaugurales de la session. 4 sièges restent à pouvoir, 3 membres de la Chambre ayant été nommés au gouvernement et un membre décédé. Qui sont pour l'adoption du calendrier de nos travaux pour la session 2025? La majorité est pour, et donc le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2025 est adopté. Dans la foulée des interventions, on a noté la reconnaissance de l'honorable Babanga qui a salué la solidarité manifestée à son égard à l'occasion du décès de son épouse et félicité le bureau pour le projet du calendrier présenté. Dans l'épreuve si douloureuse qu'a représenté la disparition brutale de ma tendre épouse, bien-aimée, j'ai trouvé auprès de vous, honorable président, auprès des honorables membres du bureau du Sénat, auprès des collègues sénateurs, auprès des groupes provinciaux et auprès du personnel administratif du Sénat, un appui fraternel et une solidarité qui ont adouci le poids de ma peine. Vos gestes, vos paroles et votre présence à mes côtés ont été pour ma famille et moi-même une lumière au cœur de l'obscurité. Qu'il me soit permis, chers tous, d'élever vers vous l'expression de ma gratitude la plus profonde et de mes remerciements d'estime et de respect. Il a été créé une commission dénommée la commission suivi et évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, recommandations et des politiques publiques. Ne serait-il pas possible de constituer une commission mixte, c'est-à-dire l'ECOFIN et la commission suivi et évaluation? Parce que, sémantiquement, pragmatiquement, je ne vois nulle part où vous pouvez écarter la commission suivi et évaluation pour faire ce travail. Au cours de la même plénière, le président Jean-Michel Samalukonde est également revenu sur l'essentiel de l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Samalukonde a réitéré l'engagement ferme de la Chambre haute du Parlement à accompagner la démarche du président de la République par une diplomatie parlementaire efficace. L'heure de l'unité et de la cohésion a sonné au parti présidentiel. Le comité de suivi de mise en application des directives de la haute autorité de référence du parti a eu des échanges avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, sur les modalités pratiques. Un reportage d'Alain Bikaï. La rencontre de ces jours s'inscrit dans la continuité des échanges tenus le week-end dernier avec la haute autorité des référents du parti. Dans ce cadre, les comités de suivi chargés de la mise en œuvre des directives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été reçu par le secrétaire général de l'UDPS qui assure également l'intérim à la tête du parti présidentiel afin d'examiner les modalités pratiques. Parmi les personnalités investies de cette mission figure Jean-Claude Tshilombaï, premier vice-président de la
l'Assemblée nationale, Jacquemain Chabani Louko, vice-premier ministre de l'Intérieur, Akasia Bandoubo, la ministre d'État, ainsi que d'autres cadres du parti. Leur rôle est de veiller au respect des orientations données par les chefs de l'État. À cette occasion, une sévère mise en garde a été lancée contre toute tentative de sabotage de ces démarches, dont l'objectif principal est de ramener l'unité et la cohésion au sein de la famille politique du président de la République. L'UDPS annonce par ailleurs la tenue de son congrès au mois de décembre prochain. Ces assises visent à adapter les textes réglementaires du parti aux réalités actuelles. En attendant la convocation officielle du congrès, la ligne est claire. Tout doit rentrer dans l'ordre sous le leadership de l'honorable Augustin Kabouya, celle habilité à engager les partis devant les tierces. De ce fait, le secrétaire général de l'UDPS sera devant la base de son parti avec les membres de ses comités d'accompagnement pour faire la restitution de cette rencontre. Sachez également que African Explosif a procédé à l'inauguration hier mercredi de sa toute nouvelle salle de réunion. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabou Mwandiavita et du chef d'état-major général d'IFARDC, Sandra Nyangui. Équipé d'écrans haute définition et d'une connexion Internet haut débit permettant des visioconférences internationales fluides, la salle de réunion lieutenant-général Sikabwe Asindafal de l'Africaine d'explosifs Afridex a été inaugurée ce mercredi 17 septembre 2025. Cette infrastructure moderne construite aux standards internationaux a été officiellement mise en service par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwandiavita. C'était en présence du chef d'état-major général de FARDC et plusieurs agents et cadres de cette société dépendant du ministère de la Défense nationale. Conçu sous l'impulsion du directeur général d'Afridex, je cite, le lieutenant-général Sikabwe Asindafal est représenté pour l'occasion par son adjoint Serge Bokana. Cette salle vise à doter Afridex d'un outil de travail à la pointe de la technologie. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, la cérémonie de ce jour coïncide également avec l'inauguration de la nouvelle salle de réunion construite, aménagée et équipée grâce au management du directeur général d'Afridex, le lieutenant-général Sikabwe Asindafal, à qui j'adresse toute ma considération et mes remerciements pour le dévouement, le sens de l'anticipation et la rigueur ayant rendu possible la réussite des deux événements de ce jour, lesquels constituent une étape historique pour Afridex. Avec cette inauguration, Afridex se dote d'un outil de collaboration moderne qui aligne ses standards opérationnels avec les meilleures pratiques internationales, tout en affirmant sa position de leader dans son secteur d'activité. Voilà, c'était un reportage de nos confrères de la RTNC Katanga. Je l'ai dit dans les titres, la trouée d'envol de l'aéroport international de Ndjili, côté est de la piste, est complètement envahie par des constructions anarchiques. En prévision de la démolition prochaine, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberhard Kolongele, a fait le déplacement pour cerner les contours de ce problème. Edith Chala. Le site Mbatakouloussou dans la commune de Lansele, derrière la piste est de l'aéroport international de Ndjili, devra être démoli afin de laisser plus d'espace pour l'atterrissage sécurisé des aéronefs. Les constructions anarchiques ayant élu domicile, le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, Eberhard Kolongele, à la tête d'une importante délégation de Barbouz, était sur les sites pour voir avec le directeur général par intérim de la régie des voies aériennes, Louis Blaise Londolé, la possibilité de sécuriser ce site et lui épargner ses envahisseurs. Il y avait 32 hectares qui avaient été cédés pour le sinistré à l'époque. Il y a une partie de ce côté, il y a 150 hectares qui est spolié. Il y a le chef coutumier et il y a des sinistrés de l'autre côté. Tout est bien représenté, nous avons les plans, les rapports que nous avons. Vous me rassurez que ceux qui ont construit ici n'ont aucun titre délivré par les cadastres. Non, on ne fait pas passer les titres. Très bien. La trouée d'envol ne doit connaître aucune entrave afin de prévenir d'éventuels accidents. Le conseiller spécial s'est fait tout expliquer depuis les décisions prises dans le passé aux récentes conclusions des services des affaires foncières. S'étant pleinement imprégné de la situation, le conseiller spécial
a ensuite présidé la réunion sur place à l'aéroport de Ndjili sur toutes les mesures de sécurité indispensables pour une navigation sûre et sécurisée. Le directeur général par intérim de la RVA, les délégués du ministère des Transports et tous les autres services impliqués ont chacun pris la mesure de l'urgence qui s'impose pour des solutions durables à cette situation. La JICA renforce la formation des policiers en RDC. Lancé il y a 4 ans, le projet P4P phase 2 et à son terme, un atelier d'évaluation a été organisé pour présenter les réalisations, les défis rencontrés ainsi que les perspectives d'avenir. Bobette Yenga, Anastasie Ndoumbu et Papi Mbongo pour ce reportage. La deuxième phase du projet P4P, fruit de la coopération PNC-JICA, a été un succès dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise. 4 ans après son lancement pour une police de proximité à Kimbanseke et au Tanganyika, l'heure est à l'évaluation. Cet atelier a permis de mettre en lumière les différentes études menées ainsi que les réalisations enregistrées. D'autres orientations ont été proposées pour relever les défis d'une police de proximité réellement professionnelle. Pour les commissaires divisionnaires de la PNC, le général Benjamin Alongaboni, il y a nécessité de pérenniser les acquis de ce projet. Le président de la République a une vision de voir une police professionnelle effectivement acquise aux causes de la population. J'ai la foi que demain nous aurons un goût vraiment sucré si nous mettons en pratique ce que nous recommande tout ce qui est écrit dans ce document. Et face à toutes ces réalisations faites par la coopération japonaise avec la JICA, il ne nous reste qu'à lui dire merci. Les représentants résidents de la JICA a salué les partenariats et préconise la projection de la phase suivante. La JICA confirme la poursuite de sa troisième phase en vue d'accompagner la PNC dans la concrétisation de sa vision d'avoir une nouvelle police proche de sa population. Signalons que les études de terrain ont été menées par la société civile Réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice. Dans l'entretemps, la conseillère de la JICA et son équipe ont été récompensés pour les loyaux services rendus à la nation. Et puis le ministère de l'économie nationale compte se doter d'un document de politique et de stratégie sectorielle qui va servir de boussole pour l'accomplissement de ses missions au service du développement de la RDC. Le coup d'envoi a été donné par le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, qui a appelé à l'implication de tous. Rodé Panda. S'adressant au cadre supérieur de l'administration et aux experts, à l'occasion du lancement officiel des travaux de l'amélioration du document de politique et stratégie sectorielle du ministère de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre de l'économie nationale, a tenu à préciser que le document attendu viendra en appui pour répondre aux 6 engagements du président Félix Tshisekedi. Pour lui, son ministère est directement impliqué sur 3 engagements, dont la lutte contre la vie chère, la relance de la production locale et la formalisation de l'économie informelle. Ces engagements, le chef de l'État n'arrête pas de les rappeler à ses ministres. Mais pour que ces engagements ne soient pas de simples slogans, il faut des résultats. Et les politiques sectorielles, l'exercice dans lequel nous sommes engagés, sont indispensables pour nous permettre d'obtenir des résultats rapides sur des engagements qui touchent le vécu quotidien des populations congolaises. Au nom des partenaires financiers, le directeur résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a salué la vision et le leadership de l'actuel ministre de l'économie qui, grâce à sa détermination, son ministère va franchir une étape importante de la politique économique nationale. Ce qui nous réunit ce matin, c'est le processus de pilotage stratégique qui permettra d'aligner les interventions sur les priorités nationales, de renforcer la régulation des marchés, de promouvoir la concurrence saine et de soutenir surtout la relance de la production intérieure. Pour ces travaux qui vont se dérouler pendant 10 jours, le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, a rassuré que les résultats viendront répondre à la question sur la capacité du ministère à remplir efficacement ses missions d'un outil étatique au service du développement.
Le corridor de Lobito au centre des enjeux à New York, aux États-Unis, cette ligne ferroviaire qui vise à relier la Zambie, la RDC et l'Angola a fait l'objet d'un grand débat entre les ministres des commerces de 3 pays africains et quelques partenaires techniques et financiers américains. L'objectif est de séduire ces investisseurs américains pour financer ce projet, nous dit Eric Kabamba dans ce reportage. Plus qu'un simple tracé de chemin de fer, les corridors de Lobito s'imposent aujourd'hui comme un véritable moteur de développement en Afrique centrale et aussi australe. Son rôle stratégique a été au centre de ces panels de haut niveau organisés par le Corporate Council on Africa, réunissant décideurs et partenaires autour des enjeux économiques liés à ces projets transfrontaliers. Parmi les intervenants, la voix du ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku Kahonga, a résonné avec force. Pour lui, ces corridors de Lobito n'est pas un projet isolé, mais une vision intégrée combinant infrastructure, agriculture, énergie et numérisation des compétences. Le ministre a aussi insisté sur le potentiel de ces corridors porteurs d'opportunités nouvelles pour les pays concernés, notamment la RDC, l'Angola et la Zambie, appelés à en faire un véritable levier de croissance régionale. Julien Paluku a lancé un appel aux partenaires techniques et financiers, les invitant à investir dans ces projets structurants qui dessinent, selon lui, une nouvelle route vers la prospérité entre Kinshasa et Lobito. Et si on doit continuellement importer la main-d'œuvre de l'extérieur pour développer ce vaste programme, eh bien, on n'aura pas aidé ces pays. Donc la composante développement des compétences, formation professionnelle devrait être parmi les composantes essentielles pour que finalement ces projets ou ces programmes de Lobito soient un programme bénéfique pour l'ensemble de la région. Transformer cette ambition en réalité permettra d'impacter positivement et aussi de transformer des milliers de vies. Le premier vice-président du Sénat s'engage pour la jeunesse entrepreneuriale, présent aux côtés des jeunes qui font briller leurs talents. José Kalalawa Kalala multiplie des actions concrètes pour encourager et soutenir leur initiative à travers la Fondation Jocal. Le but est de promouvoir l'autonomisation, l'innovation et le développement local. Reportage. L'innovation et la jeunesse étaient à l'honneur lors de la grande finale du concours Fais briller ton talent, organisé par la Fondation Jocal. Près de 500 projets ont été soumis, portés par des jeunes créatifs et engagés. Après une sélection rigoureuse, seuls 3 lauréats ont été récompensés à l'hôtel Rotana devant un public impressionné par leur talent. L'investissement, c'est un pouvoir. Donnons la chance à la jeunesse congolaise et à tous les entrepreneurs de devenir puissants financièrement. Notre économie ne peut pas être détenue par des expatriés. Nous devons avoir des banques congolaises. Nous devons avoir des structures des jeunes congolais. Et nous espérons que ces jeunes que nous avons financés, que demain deviendront des hommes puissants qui vont détenir le destin du pays. Le premier prix d'une valeur de $5 000 américains est revenu à Patrick Kachangwe pour une couveuse d'œufs intelligente et connectée, déjà en fonctionnement. Un projet technologique, mais surtout utile pour les zones rurales. Le deuxième prix, $3 000 américains, a été attribué à Russell Kaniki grâce à une application mobile professionnelle en service pensée pour faciliter la vie des utilisateurs au quotidien. Enfin, Yedidia Kassedwe a remporté le troisième prix, $1 500 américains, avec un projet de transformation agroalimentaire basé sur la production de pâtes d'arachide locales. Mais ce qui a particulièrement marqué cette édition, c'est le message fort du président de la Fondation, José Kalalawa Kalala. Dans une déclaration inspirante, il a encouragé la jeunesse à croire en elle, à persévérer et à oser entreprendre, même dans un contexte difficile. Un message qui résonne comme un appel, celui de croire au potentiel local, d'investir dans les idées d'ici et de donner à cette jeunesse les moyens de ses ambitions. Elles étaient une centaine à se rassembler dans la commune de Lansele pour célébrer le sport au féminin à l'occasion de la première édition de la course féminine. Ces participantes ont partagé un moment de cohésion autour d'un langage commun. Mireille Ndeke nous en dit plus. C'est une première édition qui pose ce marque dans la commune de Lansele. La course féminine a rassemblé plus ou moins 100 jeunes filles issues de divers horizons, parmi elles des filles mères aussi désœuvrées, les sports utilisés comme outil d'encadrement.
Une activité qui porte l'insigne du collectif des organisations de la société civile des secteurs de l'éducation, la santé et l'agriculture. La députée Marie Moutinga-Kette, présidente du conseil d'administration, donne les raisons de cette activité qui se veut un cadre d'échange, d'encouragement et de partage. Les jeunes filles congolaises sont souvent complexées et surtout lorsqu'elles n'ont pas étudié. Et nous voulons, à travers nos formations, les aider à devenir des filles responsables, capables de contribuer aussi au développement de la communauté. Je suis un peu, comme on dit, l'image pour amener les jeunes filles à pouvoir aimer les sports, pratiquer les sports. Donc c'est vraiment important pour moi de commencer déjà à sensibiliser les filles ici présentes. Gagnante de la première édition, Esther Balali remercie l'organisatrice et sensibilise aussi ses pairs. Développement de la communauté par le sport, sensibilisation de la jeune fille de Lancelé à travers cette œuvre, le collectif des organisations de la société civile des secteurs de l'éducation, la santé et l'agriculture veut mettre la femme au centre du développement de la RDC, souhait du chef de l'État, champion de la masculinité positive. À Kinshasa et dans plusieurs provinces de la RDC, les écoles manquent de bibliothèques. Pour y remédier, la chanteuse et philanthrope Liselve Maoua, je pense que je l'ai bien prononcé, a lancé la 2e édition de Métaphorzo, un enfant, un livre, un programme alliant musique et lecture. Fanny Kikoufi et Yvette Makoutima. Un flambeau pour ta nation, oui. Dans la cour de l'école Saint-Joseph Bonsomi Anjili, l'artiste Liselve Maoua a offert une séance musicale interactive devant les élèves de 3e et 5e primaire, démontrant combien la musique peut devenir un puissant levier de sensibilisation à l'éducation. Initié en 2019, ce programme s'inscrit dans l'univers créatif des Métamorphoso, vaste projet artistique de Liselve Maoua qui célèbre résilience et transformation intérieure. Avec Métamorphoso, un enfant, un livre, la chanteuse veut réduire les inégalités d'accès à la culture, spécialement dans les écoles où les bibliothèques sont rares, en vue d'inciter chaque enfant à développer son imagination par la musique et la lecture. À l'issue de cette séance musicale interactive, l'artiste Liselve Maoua a également offert 120 livres des bases aux classes de 3e et 5e primaire, qui est un geste concret en faveur de la promotion du livre et de l'éducation. Cette 2e édition du programme Métamorphoso, un enfant, un livre, prévoit de s'étendre à d'autres établissements scolaires des périphéries de Kinshasa avant de rayonner dans plusieurs provinces de la RDC, avec pour objectif de faire de la musique un outil d'éveil, de partage et de transmission des valeurs. Je l'avais dit au sommaire. Lutte contre le blanchiment. Jésus Noël Cheké, ministre provincial du plan, budget, emploi, fonction publique, tourisme et culture. Jésus Noël Cheké, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Vous vous portez bien? Très très bien. Bon, avec vous, nous allons parler de la journée mondiale du tourisme qui aura lieu, je crois, ce 27 septembre. Est-ce qu'il y a des activités qui seront organisées en prélude de cette date? C'est vrai. Sinon lesquelles? Les 27 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du tourisme. Et la particularité cette année, Kinshasa a voulu prendre date avec cette date mondiale pour lancer 3 grandes activités, notamment principalement les débuts ou les lancements officiels du programme officiel du tourisme scolaire de la ville de Kinshasa et éducatif. Et la deuxième activité, c'est la table ronde sur la gouvernance et les investissements dans les secteurs du tourisme. Et enfin, pour la première fois, Kinshasa va se doter d'un guide officiel de la ville de Kinshasa, ce que nous allons appeler demain aussi bien les compagnons du voyageur, mais aussi les compagnons pour le tourisme domestique. Comment est-ce que ça va se passer quand vous parlez de guide touristique? C'est quoi exactement? Voilà pourquoi, madame, c'est pour répondre à cette préoccupation. Kinshasa est une ville hautement touristique. Au départ d'abord de son histoire, Kinshasa c'est une ville centenaire. Nous voulons mettre en valeur la dimension du tourisme mémoriel avec cette riche histoire. Il ne faut pas oublier
plusieurs de nos avenirs, surtout les contextes actuels de la guerre qui sévit à l'est de notre pays. Kinshasa veut valoriser également les victoires militaires de son armée. Quand vous prenez une grande partie des artères de la commune de Kinshasa, symbolise en fait des grandes victoires militaires de la Première Guerre mondiale. Et quand vous arrivez au niveau de Kasavubu, ça c'est la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ces riches patrimoines historiques que nous voulons valoriser dans le cadre du tourisme mémoriel, parce que Kinshasa a totalisé déjà une centaine d'années. Mais au-delà du tourisme mémoriel, nous mettons également en valeur l'accent sur la culture, d'où la thématique nationale locale choisie au niveau de la ville de Kinshasa. Kinshasa, carrefour de l'art, de la culture et du tourisme. Donc nous sommes aujourd'hui capitale panafricaine de la culture, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, berceau de notre grande marque de la culture, la rumba, qui est patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais il y a aussi une dimension attractive. Kinshasa, c'est une cité d'ambiance connue de par le monde, par sa joie de vivre, sa chaleur. C'est ce que nous voulons partager au-delà de la biodiversité que nous offrons dans la ville, avec la ville qui est baignée par le majestueux fleuve Congo, avec des parcs animaliers naturels que nous retrouvons dans la capitale, sans oublier la réserve naturelle de Momolumene avec autant de diversité. Kinshasa, c'est aussi la capitale mondiale des bonobos, madame. Donc il y a tellement à voir dans cette ville, et c'est aussi parmi des rares villes où vous retrouvez en pleine capitale un aussi vaste golfe de 18 trous. Donc il y a autant de particularités que nous pouvons valoriser. Voilà pourquoi nous avons levé l'option de les condenser dans un document officiel que nous allons diffuser de par le monde, à travers nos ambassades, à travers nos hôtels, à travers nos portes d'entrée, les aéroports, beach et autres, pour que nous valorisons et nous servons de guides à ceux qui ont choisi la République, de les visiter et également à ceux qui y vivent. Et ces moments importants qu'il faudra également souligner, qui marquent avec le lancement du tourisme scolaire, c'est les points importants sur la relance du train scolaire en collaboration avec l'ONATRA, et les premiers voyages inauguraux en faveur des enfants va se faire ce dimanche. 500 enfants sont conviés gratuitement à participer à cette activité. Et là, nous en profitons pour remercier l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous savez, il y a peu, qui a inauguré ces trains. Et nos enfants, nos écoliers auront le bonheur de renouer avec les trains scolaires à travers ces programmes du tourisme scolaire. Et je peux aujourd'hui dire, avec tout ce qui s'est fait dans la ville, les prochains mois, les prochaines années, la problématique de la mobilité dans la ville de Kinshasa, qui se pose aujourd'hui d'ailleurs avec acuité, ça appartiendra au passé. Oui, je sens que vous avez de la matière. Il faudrait élaborer une émission pour parler de tout ça. Je rappelle que vous êtes ministre provincial du plan, budget, emploi, fonction publique, tourisme et culturel. Est-ce que vous avez un dernier mot? C'est inviter tous les Kinois ce week-end, les 26, les 27 et les 28, à l'Académie des Beaux-Arts pour célébrer avec nous la renaissance du tourisme et la résilience de la ville de Kinshasa, pour que tous nous soyons témoins de cette dynamique et de cette volonté de modernisation de notre ville. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Voilà, j'ai dit au sommaire, lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en RDC. Les points focaux en charge des enquêtes et poursuites de ce phénomène qui freine l'économie étaient en formation à ce sujet. C'est le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui a présidé ces assises. Yvette Makoutima. Face à la montée des réseaux criminels et des flux financiers illicites, la République démocratique du Congo muscle sa riposte. D'où cette deuxième session des formations de points focaux en charge des enquêtes et poursuites sur les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Sous l'impulsion de l'unité interservice de collaboration en matière d'enquête et poursuite UNICEP, cette session a réuni magistrats, enquêteurs, experts et autorités compétentes dans une dynamique de renforcement de la coopération interservice. À l'ouverture comme à la clôture, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, a insisté sur la nécessité de faire front contre ces menaces silencieuses qui gangrènent les économies et fragilisent la sécurité nationale. La RDC est engagée sur un front dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération d'armes à destruction massive. Et cette lutte devra se faire avec vous.
nous aurons aidé notre pays. Et c'est là le point final, à sortir de la liste grise pour évoluer dans le centrum de tous les États et pour que nous soyons aussi considérés comme un des pays qui lutte éperdument contre ces trois phénomènes dont j'ai parlé tout à l'heure. Stella Akou-Atakwa, experte internationale, s'est félicitée de l'engagement des participants. Cette formation marque un pas de plus vers une justice financière plus robuste dans un contexte sous-régional où la RDC veut jouer un rôle de leader. L'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises va organiser dans les tout prochains jours le grand salon sur l'entrepreneuriat. Au cœur de ces assises, entrepreneurs congolais et ivoiriens vont travailler sur le développement des PME et le renforcement des économies de leur pays. Reportage. Les préparatifs sur la tenue à Kinshasa du grand salon sur l'entrepreneuriat évoluent normalement. Pas plus tard qu'hier, les porteurs de ces méga-projets, à savoir les directeurs généraux de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises et l'ambassadeur ivoirien à RDC, ont harmonisé leurs vues à travers cette séance de travail, histoire de s'assurer sur l'effectivité de ce forum de haut niveau qui va permettre, entre autres, aux entrepreneurs congolais et ivoiriens d'échanger et d'identifier les opportunités d'affaires qu'offrent leurs pays respectifs. C'est un projet pour renforcer les liens, les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Pour les chefs d'État, il nous dit toujours qu'il faut accompagner, soutenir l'entrepreneuriat parce que c'est à travers l'entrepreneuriat que nous créons des entreprises qui créent elles-mêmes des richesses, qui embauchent, qui engagent les gens et distribuent les revenus à travers les ménages, à travers la population, qui permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Ces assises, très attendues par le monde entrepreneurial, seront un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Un cadre de coopération par excellence pour renforcer les économies des deux pays frères, la RDC et la Côte d'Ivoire, pour la promotion des classes moyennes. Gaëtan Magalano, bonsoir. Voilà, je vous retrouve sur ce plateau encore pour parler des fake news. Comment vous appelez ça encore? La grande question qu'on s'y pose ce soir, c'est comment déceler une fausse information ou fake news. Anita, c'est simple. Mais il y a un terme que vous utilisez, fake... En fait, la rubrique, c'est fact-checking. Voilà. C'est vraiment votre rubrique qui va vous permettre... Comment justement déceler ces fake news? Exact. Voilà. Ce soir, je vous propose deux astuces qui feront de vous, je parle aux téléspectateurs, de dénicher de fake news ou fausses informations, aussi deux attitudes à adopter pour ne pas tomber dans le piège de débat de café de commerce. À Kinshasa, on le dit, le baki, on dirait. D'abord, il faut observer le détail. Anita Luamba, le titre, la date, la structure du site. Dans le fake news, le titre est souvent accrocheur, peut-être écrit en majuscule, avec de points d'exclamation, alors que dans le fond, c'est un papier vide. Il faut aussi vérifier s'il s'agit d'une source fiable. On peut s'assurer de la crédibilité d'un site par sa réputation. Vous vous rappelez, Anita Luamba, avant la publication du gouvernement siminois 2 de la rumeur sur le quart de reportage de la RTNC plutôt, que serait en circulation, et même le jour de la dite publication, vous et moi, nous n'étions pas au courant. Il faut privilégier les sources d'informations reconnues. Par exemple, le ministère, le revue scientifique, les ONG, se repèrent avec de URL tels que gouvernement.cd, org.cd, association.cd, bloc. Il faut varier les sources d'informations. Vous vous rappelez de ce qu'on disait à l'université. Il faut croiser de sources en consultant d'autres articles sur le même sujet. On peut comparer et croiser les données. Si une information est évoquée à plusieurs endroits, en citant la même source, il est plus probable qu'il soit vrai. Dernier point, décrypter les images, trouver la source d'image pour la contextualiser, être attentif à sa construction ou encore utiliser de moteurs de recherche inversés comme Google Images. Voilà les 5 astuces qui feront de vous
Gaëtan Magalano, merci. J'espère que je ne tomberai pas encore une fois de plus dans le panneau. Il faut vous rappeler à tout moment, vous pouvez enregistrer la vidéo sur la chaîne YouTube de la RTNC. Comme ça, face à une fake news ou une fausse information, vous allez vous rappeler. Je l'espère. Le prochain numéro, c'est quand? La semaine prochaine. Merci Gaëtan Magalano. Voilà, maximisation des recettes de la ville de Kinshasa. Le nouveau chargé de mission de la Direction générale des recettes de Kinshasa va en guerre contre les insolvables. Rodé Panda pour ce reportage. Déterminé pour une mobilisation maximale des recettes pour les comptes de la ville de Kinshasa, la capitale, les chargés de mission Gérard Kaja Kamboa, récemment nommé par le gouverneur de la ville Daniel Bumbalubaki, ne dort pas sur ses lauriers et reste debout pour traquer les contribuables insolvables qui refusent de s'acquitter des obligations fiscales. Les huissiers fiscaux, avec mandat de chargé de mission de la DGRK, sont descendus sur le terrain pour fermer les entreprises non en règle avec les paiements d'impôts, taxes, redevances et autres droits relevant de la ville de Kinshasa. American Fresh Food à Kingabwa, la société Shen Shang Israel, qui fabrique des sachets alimentés, les hôtels tels que l'hôtel New Malebo en Ngaliema, les entreprises de construction à Gombe, notamment Sokeriko, et Avar Africa RDC spécialisée dans la publicité, Clé de David, Socam, Imo, Pôle Sud, Tekuko, Old LDC, RD Technologique. Toutes ces entreprises ont subi la rigueur de la loi et ont été scellées. L'objectif poursuivi dans cette opération de scellage est de contraindre ces entreprises à cette obligation fiscale et régulariser la situation fiscale auprès de la DGRK. Chose bien comprise par quelques entreprises qui ont eu à faire preuve de sérénité, le cas de la biscuiterie Prince et Rawbank. Pour les chargés de mission de la DGRK, Gérard Kaja Kamboa, la rigueur imprimée pour éradiquer l'impunité, fléau de l'incivisme fiscal avec des interférences de pesanteurs politiciens, voilà qui ronge la mobilisation optimale des recettes. De cette manière que la DGRK devrait répondre à la politique du gouvernement provincial de Kinshasa pour l'administration fiscale de la capitale. Les contribuables quinois doivent développer la culture fiscale pour contribuer au développement de la ville et la population est appelée à dénoncer tout acte d'incivisme ou sabotage tel que observé à l'usine de fabrication de sachets Shen Shang se trouvant dans la concession Bossé-Kota qui s'est payé le luxe de faire des bris de scellés. Pourtant, un scellage a été exécuté sur cette usine le jeudi dernier. Et pour terminer, la France organise le mois prochain une conférence internationale sur la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs, notamment dans l'est de la RDC. Le président Emmanuel Macron l'a dit devant la tribune des Nations Unies et l'a fait savoir au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours d'une rencontre en tête-à-tête à New York. Giscard Koussema pour ce reportage. C'est à la demande expresse du président de la République française Emmanuel Macron que cette rencontre en tête-à-tête a eu lieu ce mercredi à New York au siège des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont échangé, ceux-là seuls, sur le processus de paix en République démocratique du Congo et particulièrement sur la situation humanitaire préoccupante dans les provinces de l'Est. Le président Emmanuel Macron a fait part à son homologue congolais, Félix Tshisekedi, de son initiative d'organiser à Paris au mois d'octobre prochain d'une grande conférence internationale sur la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué cette initiative et exprimé sa reconnaissance au président français pour son plaidoyer devant la tribune de l'Assemblée générale pour le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ont aussi fait le point sur le processus de paix et salué les étapes déjà franchies dans la quête d'une paix durable. Au bout d'une heure d'échange, les deux chefs d'État sont sortis très détendus. Abdel, c'est Paris. Fin de ce journal dédié à Monique Mavungu qui souffle sur une bougie de plus. Vision de Jacques Kabwabwa, Simon Kankolongo et Jonathan Moubalama l'ont réalisé pour vous. L'actualité continue tout à l'heure à 23h avec Robert Ndaye. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine.